Mon père me battait jusqu'à ce que je perde connaissance, et ma mère aimait regarder, mais je me suis révoltée, et j'ai fait quelque chose qui a choqué tout le monde. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer. Votre opinion est très importante, et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail, votre aide est précieuse. Le bruit de la ceinture frappant le bois de la commode me glaçait. Même après tant d'années, même en sachant que ce n'était que Jean-Paul, qui se préparait à dormir, tout mon corps tremblait encore comme une feuille. À 62 ans, j'étais toujours cette petite fille de 7 ans qui se cachait sous le lit, priant pour que son père ne la trouve pas. Jean-Paul entra dans la chambre avec sa démarche lourde habituelle, les épaules voûtées par la fatigue d'une journée de travail à l'usine. 40 ans de mariage, et je baissais encore les yeux quand il me regardait. J'avalais encore les mots dans ma gorge quand je voulais me plaindre de quelque chose. Il se coucha sans me dire bonsoir, comme il le faisait depuis si longtemps que je ne me souvenais plus de la dernière fois que j'avais entendu ma voix avant de m'endormir. Je suis restée là, immobile, regardant par la fenêtre de notre chambre, à Lyon, les lumières de la ville que je connaissais depuis l'enfance. 40 ans à vivre dans la même rue, dans la même maison, avec le même homme qui avait promis de me protéger, mais qui a vite montré qu'il avait le poing aussi lourd que celui de mon père. La différence, c'est que Jean-Paul frappait aussi avec des mots, et parfois il faisait plus mal que n'importe quel coup. « Colette, tu vas rester plantée là comme une andouille jusqu'à quand ?» grogna-t-il en se tournant le dos. « Éteins cette lumière et viens te coucher. » J'obéis sans rien dire, comme je le faisais toujours. Je me suis couchée sur mon bord du lit, tout au bord, pour ne pas le déranger. J'ai fermé les yeux et essayé de ne pas penser, mais les souvenirs revenaient toujours dans les moments de silence. Mon père, Gérard, sortait lentement sa ceinture comme s'il savourait chaque seconde avant la fessée. Et ma mère, Sylvie, restait dans son rocking chair, se balançant et souriant, comme si elle assistait à une pièce de théâtre. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Je me suis levée et je suis allée dans la cuisine, où je me sentais toujours plus en sécurité. C'était mon territoire, où personne ne me dérangeait. J'ai mis de l'eau à chauffer et je suis restée à regarder les vieilles casseroles, les assiettes ébréchées, toute cette vie que j'ai construite en silence. 3 enfants que j'ai élevés dans cette cuisine, Antoine, Martine et Lucas. 3 enfants qui ont grandi en voyant leur mère baisser la tête, qui ont appris qu'une femme n'a pas le droit à la parole. Antoine, mon aîné, vit maintenant à Paris, travaillant dans une grande entreprise. Il appelle une fois par mois, toujours pressé, toujours débordé. Martine s'est mariée et a déménagé à Marseille. Elle me parle parfois sur WhatsApp, envoyant des photos de ses petits-enfants que je connais à peine. Et Lucas, mon Benjamin vit ici même à Lyon, mais il est tout comme son père. Il rentre à la maison avec sa mine renfrognée, se plaignant de tout, traitant sa femme de la même manière que Jean-Paul me traitait. Le thé était prêt et je me suis assise à la table de la cuisine, sur cette chaise où je prenais mon café depuis tant d'années. C'est alors que j'ai entendu un bruit étrange venant de la chambre. Ce n'était pas un ronflement, c'était différent. On aurait dit un étouffement, ou pire. Je me suis levée lentement, le cœur battant de plus en plus fort. « Jean-Paul » ai-je appelé doucement, appuyé contre la porte de la chambre. Silence. J'ai poussé la porte et je l'ai vu allongé sur le côté, mais quelque chose n'allait pas. Il était trop calme, beaucoup trop calme. Je me suis approchée et j'ai vu que ses yeux étaient ouverts, fixés au plafond, et qu'il ne bougeait pas quand j'ai allumé la lumière. « Jean-Paul » ai-je crié en le secouant par les épaules. Rien. Je suis restée là, immobile, regardant l'homme qui avait partagé ma vie pendant 40 ans, et la première chose que j'ai ressentie n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement. Un soulagement qui m'a tellement effrayée que j'ai commencé à pleurer, pas à cause de la perte, mais à cause de ce que cela signifiait. Pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment seule. Les voisins sont arrivés quand ils ont entendu mon cri. Madame Dubois de la maison d'à côté, Monsieur Lambert de l'autre côté de la rue. Tout le monde s'agitait, parlant de médecins, d'ambulances, de dispositions à prendre. Je suis restée là, au milieu de toute cette agitation, sans savoir quoi faire de mes mains, sans savoir comment une veuve est censée se comporter. Pauvre Colette, ai-je entendu quelqu'un chuchoter. 40 ans de mariage, elle doit être effondrée. Effondrée n'était pas vraiment le mot.
Perdue, peut-être. Effrayée, certainement. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. C'était comme si une porte qui était verrouillée depuis des décennies s'était ouverte soudainement, et je ne savais pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Les funérailles ont été petites, comme Jean-Paul avait toujours voulu que tout soit dans sa vie. Mes enfants sont venus, sont restés quelques jours, se sont occupés de l'enterrement, des papiers, des factures. Antoine était inquiet que je vive seule. Martine a suggéré que j'aille vivre avec elle à Marseille. Lucas a dit qu'il pouvait venir me voir de temps en temps. Ils parlaient tous comme si j'étais une enfant perdue, comme si je ne savais pas prendre soin de moi. Mais la vérité, c'est que pour la première fois en plus de 50 ans, je pouvais prendre une décision sans avoir peur des conséquences. Je pouvais parler fort, je pouvais choisir ce que je voulais cuisiner, je pouvais laisser la lumière allumée si je le voulais. Après le départ de mes enfants, la maison est devenue silencieuse d'une manière différente. Ce n'était pas le silence pesant de ceux qui ont peur de faire du bruit. C'était le silence de ceux qui peuvent choisir de rester silencieux ou non. J'ai commencé à parler toute seule, juste pour entendre ma propre voix résonner dans les murs. Je chantais les vieilles chansons que ma grand-mère chantait quand j'étais petite, avant que tout ne tourne mal. C'est en fouillant dans les affaires de Jean-Paul que j'ai trouvé la première mauvaise surprise. Des lettres de la banque, des factures impayées, des relevés qu'il me cachait. Mon mari s'est toujours occupé de l'argent. Il a toujours dit que je n'avais pas la tête à ça. J'ai découvert que notre maison était hypothéquée, qu'il y avait des dettes que je n'imaginais même pas. Je me suis assise à la table de la cuisine avec tous ces papiers éparpillés, essayant de comprendre comment notre vie s'était transformée en ce chaos financier. 40 ans à travailler à l'usine, et il ne restait presque rien. Où était passé l'argent? Que faisait Jean-Paul de notre revenu? C'est alors que j'ai décidé de fouiller partout, d'explorer chaque recoin de la maison que je n'avais jamais eu le courage d'explorer complètement. Dans l'armoire de sa chambre, derrière, ses vieilles chemises, j'ai trouvé une boîte à chaussures attachée avec de la ficelle. À l'intérieur, d'autres papiers, des reçus d'un bar que je ne connaissais pas, et quelque chose qui a fait arrêter mon cœur. Une photo de moi, encore enfant, mais ce n'était pas une photo de famille. C'était une photo que quelqu'un avait prise de loin en se cachant. J'étais sur le balcon de la maison de mes parents, je devais avoir une dizaine d'années, et je pleurais. Au dos, une écriture que je ne reconnaissais pas, la fille de Sylvie, comme sa mère. Mes mains ont commencé à trembler. Pourquoi Jean-Paul avait-il une photo comme ça? Qui l'avait prise? Et pourquoi était-il écrit que j'étais comme ma mère? Je n'avais jamais été cruelle envers personne. Je n'avais jamais fait de mal à une mouche. Comment pouvais-je être comme la femme qui a ri de chaque fessée que j'ai reçue? J'ai continué à fouiller dans la boîte et j'ai trouvé d'autres choses étranges. De vieilles lettres, certaines adressées à mon père, Gérard, d'autres à des personnes que je ne connaissais pas, toutes parlant de moi, de ma famille, comme si quelqu'un avait enquêté sur notre vie pendant des années. Une des lettres était ouverte, un peu jaunie par le temps. Elle venait de ma mère, Sylvie, mais n'était pas adressée à mon père. Elle était adressée à quelqu'un appelé Sébastien. J'ai commencé à lire, et à chaque ligne, j'ai senti le monde tourner sous mes pieds. « Mon cher Sébastien », disait la lettre, « Colette est née et elle a tes yeux, ton front, même la façon de froncer les sourcils quand elle est concentrée. Gérard ne se doute encore de rien, mais parfois il me surprend en train de la regarder et me demande pourquoi j'ai l'air en colère. Comment lui expliquer que chaque fois que je vois notre fille, je me souviens que tu as choisi ta femme légitime au lieu de moi? J'ai laissé tomber la lettre de mes mains, comme si elle brûlait. Notre fille, Sébastien était mon père? Gérard n'était pas mon vrai père, et ma mère savait ça depuis tout ce temps, et elle l'a quand même laissé me frapper pendant toutes ces années? J'ai pris une autre lettre, les mains tremblant tellement que j'avais du mal à lire. Celle-ci était plus récente, datant de la fin des années 70. Sébastien, elle grandit maintenant, et chaque jour, elle te ressemble davantage. Gérard commence à se douter de quelque chose. Il a dit qu'elle ne tenait de personne de sa famille. Je lui ai dit que c'était Dieu qui avait fait comme ça, mais il n'est pas dupe. Parfois, je crois qu'il la frappe, parce qu'il sait qu'elle n'est pas sa fille. Et tu sais ce qui est pire? Je le laisse faire. C'est comme si chaque fessée était une vengeance contre toi, qui m'a abandonnée enceinte.
Je suis tombée sur la chaise, sentant ma poitrine se serrer d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. 62 ans à découvrir que toute ma vie avait été un mensonge. Que j'ai été battue pendant 15 ans, non pas parce que j'étais désobéissante, mais parce que j'étais la preuve vivante d'une trahison. Et que ma mère, qui aurait dû me protéger, a utilisé ma souffrance comme vengeance contre un homme que je ne sais même pas s'il est encore vivant. Les larmes ont commencé à couler, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère, d'une colère qui était enfouie depuis des décennies et qui maintenant remontait dans ma gorge comme de la bile. 40 ans de mariage malheureux, 40 ans à croire que je méritais d'être maltraitée parce que j'avais toujours été maltraitée. 40 ans à croire que c'était mon destin. J'ai pris toutes les lettres et je les ai emmenées à la table de la cuisine. Il y en avait des dizaines, une correspondance qui a duré des années, racontant toute ma vie à un inconnu qui ne savait même pas que j'existais. Ma mère décrivait chaque fessée, chaque humiliation, comme si elle envoyait des rapports. Aujourd'hui, Gérard l'a frappée avec la canne à pêche, disait une lettre de quand j'avais 12 ans. Elle n'a pas pleuré, comme toi quand tu étais têtu. Gérard était encore plus en colère. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une minute. Je suis restée assise dans la cuisine, lisant chaque lettre, découvrant que toute ma vie avait été une scène pour la vengeance d'une femme rejetée. Découvrant que mon vrai père connaissait mon existence et n'avait jamais levé le petit doigt pour me rencontrer. Découvrant que même mon mariage avec Jean-Paul avait été arrangé d'une manière ou d'une autre, car dans une des dernières lettres, ma mère écrivait « J'ai trouvé un mari pour Colette, un homme qui saura la tenir en bride, comme Gérard l'a fait avec moi. » Quand le soleil s'est levé, j'avais changé. Je n'étais plus la même femme qui avait découvert son mari mort dans son lit. J'étais quelqu'un qui portait une vérité trop lourde à supporter seule. Et je savais exactement ce que je devais faire. J'ai pris le téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas composé depuis plus de 20 ans. 3 sonneries, 4, jusqu'à ce qu'une voix faible réponde de l'autre côté. « Allô ? Maman » ai-je dit, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. « C'est moi, Colette. J'ai besoin de vous parler. » Le silence de l'autre côté du fil a duré une éternité. J'entendais la respiration lourde de ma mère, ce sifflement qu'elle a toujours eu depuis qu'elle a commencé à fumer des cigarettes roulées quand elle était jeune. Sylvie avait 83 ans maintenant, et selon les rumeurs qui me parvenaient par les voisins de Lyon, elle vivait seule dans la même maison où j'ai grandi en me faisant battre. « Colette » a-t-elle finalement répondu, sa voix plus faible que je ne m'en souvenais, mais toujours chargée de cette dureté qui me faisait me recroqueviller encore aujourd'hui. « Quel miracle ! Je pensais que tu avais oublié que tu avais une mère. » J'ai respiré profondément, tenant les lettres dans ma main libre. 20 ans que nous ne nous étions pas parlé, depuis qu'elle avait dit devant tout le monde au mariage, de Martine, que j'avais eu de la chance d'avoir trouvé un mari qui me supportait. 20 ans à avaler ma colère, à faire semblant de ne pas avoir de mère. « Jean-Paul est mort, ai-je dit, allant droit au but. Il y a une semaine. »« Je suis désolée, a-t-elle répondu. Mais il n'y avait aucune tristesse dans sa voix. C'était comme si elle parlait du temps qu'il fait. « Et maintenant, tu m'appelles parce que tu veux que j'aie pitié de toi ?» Ces paroles avaient toujours le même venin, mais cette fois, quelque chose en moi ne s'est pas recroquevillé. Peut-être à cause des lettres, peut-être parce que je comprenais enfin d'où venait tant de cruauté. « Non, maman, je vous appelle, parce que j'ai trouvé des lettres à un certain Sébastien. » Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était plus le silence de quelqu'un qui était en train de décider quoi dire. C'était le silence de quelqu'un qui avait été pris la main dans le sac. Je l'ai entendu inspirer lentement, comme elle le faisait quand elle pensait à un bon mensonge. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » a-t-elle finalement dit, mais sa voix était différente, moins ferme. « Maman, j'ai tout lu. Sur le fait que Sébastien est mon vrai père. Sur le fait que vous avez utilisé ma souffrance comme vengeance contre lui. Sur le fait que vous avez arrangé mon mariage avec Jean-Paul. » Cette fois, le silence a été encore plus long. Je pouvais l'imaginer assise dans son vieux rocking chair, le même où elle regardait Gérard me battre, ses yeux déjà à moitié aveugles cherchant une issue à cette conversation qu'elle n'avait jamais imaginé avoir. « Tu n'aurais pas dû fouiller dans ce qui ne t'appartenait pas, » a-t-elle finalement répondu, sa voix tremblant maintenant de colère.
Tu as toujours été trop curieuse pour ton propre bien. » « Curieuse ?» ai-je répété, sentant la colère monter dans ma gorge, comme du feu. « Maman, vous m'avez laissé me faire battre pendant 15 ans en sachant que je ne méritais même pas la moitié de ça. »« Si, tu le méritais, » a-t-elle craché les mots comme s'ils étaient acides. « Tu étais la preuve vivante de ma disgrâce. » Chaque fois que je te regardais, je voyais cet homme maudit qui m'avait promis monts et merveilles et qui avait ensuite disparu quand il a appris que j'étais enceinte. Je me suis assise sur la chaise de la cuisine, les jambes tremblantes. C'était la première fois que j'entendais ma mère admettre quelque chose à propos de mon vrai père. Pendant 62 ans, j'avais vécu en croyant que Gérard était mon père, un homme violent qui battait parce qu'il était né mauvais. Maintenant, je découvrais qu'il battait parce qu'il savait que je n'étais pas sa fille, et ma mère laissait faire parce que chaque fessée était une vengeance contre celui qui méritait vraiment de souffrir. Et Gérard? Il le savait? Il se doutait de quelque chose. Il a commencé à se douter de quelque chose quand tu as eu 5 ans et que tu ne tenais de personne de sa famille. J'ai toujours nié, mais il n'était pas dupe. C'est pour ça qu'il te battait plus que la normale. Normal. Elle parlait comme si battre un enfant était normal, sauf que pour moi, c'était un peu plus. J'ai senti mon estomac se nouer, me souvenant de toutes les fois où j'ai supplié ma mère de me défendre, de toutes les fois où elle a détourné le regard et a fait semblant de ne pas voir. « Maman, pourquoi vous ne m'avez jamais dit la vérité? Pourquoi m'avez-vous laissé grandir, en pensant que j'étais une mauvaise fille qui méritait d'être battue? » « Parce que tu étais une mauvaise fille !» a-t-elle explosé, sa voix gagnant en force. « Tu étais la preuve de ma honte. Tous les jours à te regarder et à me souvenir que j'avais été assez stupide pour croire aux mensonges d'un homme marié. » J'ai raccroché le téléphone, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je comprenais enfin que ma mère n'allait jamais changer. À 83 ans, elle choisissait encore de me blâmer pour la trahison d'un homme qu'elle avait rencontré avant ma naissance. Elle préférait encore me voir comme une ennemie que comme une fille. Mais maintenant, je savais la vérité. Et cela changeait tout. J'ai repris les lettres et j'ai commencé à les lire avec d'autres yeux. Sébastien n'était pas seulement un nom dans les lettres de ma mère. Il avait un nom de famille, une adresse, des détails. Il vivait à Paris lorsque les lettres ont été écrites, travaillant dans une grande entreprise métallurgique. Il avait une famille, une femme, d'autres enfants. Dans une des dernières lettres, ma mère racontait qu'il avait été promu dans l'entreprise et qu'il avait acheté une nouvelle maison dans le quartier de Belleville, que sa femme avait eu 2 autres enfants, un garçon et une fille, qu'il semblait heureux, tandis qu'elle s'aigrissait à Lyon en élevant une fille qui le lui rappelait tous les jours. J'ai pris le vieil agenda de Jean-Paul et j'ai cherché. Sébastien Dubois, le nom complet qui apparaissait dans les lettres. Il y avait des dizaines de Sébastien Dubois à Paris, mais un seul dans le quartier de Belleville. J'ai noté l'adresse sur une feuille de papier, les mains tremblantes. Était-il encore en vie? Vivait-il encore au même endroit? Et surtout, savait-il que j'existais? Ou ma mère n'avait-elle jamais eu le courage d'envoyer ces lettres? J'ai passé les jours suivants à essayer d'organiser la vie financière que Jean-Paul avait laissée en désordre. Les dettes étaient plus importantes que je ne l'imaginais, et la maison était réellement hypothéquée. Je devrais tout vendre pour régler les comptes, et il resterait encore peu pour vivre. Mes enfants ont appelé quelques fois, offrant leur aide, mais je savais qu'ils avaient leur propre famille à soutenir. C'est Lucas qui a suggéré que j'aille vivre dans la maison du fond de la propriété de ma mère. C'était une petite maison qui se trouvait dans la cour, où ma grand-mère avait vécu avant de mourir. Elle était vide depuis des années, un peu abandonnée, mais au moins je ne paierais pas de loyer. « Maman, tu ne peux pas rester seule à ton âge » a-t-il insisté. « Et vends vite cette maison, avant que la banque ne la prenne. Au moins dans la maison de mamie, tu restes près de la famille. » Famille. Quelle famille? Ma mère qui a ri de chaque fessée que j'ai reçue? Gérard, décédé il y a 10 ans, sans jamais s'être excusé pour un seul coup? Les voisins qui faisaient en semblant de ne pas entendre mes cris quand j'étais enfant? Mais la vérité est que je n'avais pas beaucoup d'options. Avec l'argent de la vente de la maison, je pourrais régler les dettes et il resterait encore de quoi vivre. Et je dois admettre que j'étais curieuse de voir ma mère en personne, maintenant que je savais la vérité. Je voulais la regarder dans les yeux et lui demander comment elle avait fait pour dormir.
tranquille pendant toutes ces années. Une semaine plus tard, j'étais de retour dans la ville où je suis née, conduisant dans la rue principale de Lyon avec une valise sur le siège arrière et le cœur battant comme un tambour. Rien n'avait beaucoup changé. Les mêmes maisons basses, les mêmes arbres sur la place, la même odeur de gaz d'échappement et de poussière qui a toujours défini ma ville natale. La maison de mon enfance était pire que je ne m'en souvenais. La peinture écaillée, le portail rouillé, la cour pleine de mauvaises herbes. Je me suis garée devant et je suis restée quelques minutes dans la voiture, rassemblant mon courage. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir ma mère dans son rocking chair, plus petite et plus voûtée que je ne l'imaginais. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu. Des pas traînants, lents, jusqu'à ce qu'elle ouvre. Sylvie était méconnaissable, les cheveux complètement blancs, le visage plein de rides profondes, les yeux embués par la cataracte. Mais quand elle m'a vu, le même sourire cruel que toujours est apparu sur ses lèvres. « Regarde qui a décidé de rentrer à la maison », a-t-elle dit, s'appuyant sur sa canne. « La fille ingrate qui a disparu dans la nature. » Je suis entrée, sans demander la permission, portant ma valise. La maison sentait le moisi et le médicament, et elle était plus en désordre que ma mère ne l'aurait jamais permis auparavant. J'ai réalisé qu'elle n'arrivait plus à prendre soin d'elle correctement, mais sa fierté ne la laissait pas demander de l'aide. « Comment allez-vous » ai-je demandé, regardant la saleté accumulée, les casseroles sales dans l'évier. Comme j'ai toujours été, seule, abandonnée par une fille qui n'apparaît que quand elle a besoin de quelque chose. J'ai respiré profondément. Je n'allais pas la laisser me provoquer comme avant. Maintenant, je savais pourquoi elle me traitait ainsi, et cela changeait tout. J'ai apporté les lettres, maman, toutes. J'ai posé la boîte à chaussures sur la table du salon, juste devant le rocking chair. J'ai vu son visage changer quand elle a reconnu la boîte. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans l'armoire de Jean-Paul. Il était au courant de tout, n'est-ce pas ?» Elle est restée silencieuse, les yeux fixés sur la boîte, comme si c'était un serpent prêt à frapper. « Sébastien est-il encore vivant ?» ai-je demandé. « Comment veux-tu que je le sache ? Cela fait plus de 20 ans que je n'ai pas eu de nouvelles de lui. » « Alors, vous ne lui avez jamais envoyé ces lettres ?» Elle m'a regardé avec colère, comme si j'avais découvert un secret que je ne devais pas connaître. Et quelle différence ! Cela fait-il ? J'ai envoyé, je n'ai pas envoyé. Qu'est-ce que cela change maintenant ? Cela change qu'il est mon père. Cela change que j'ai le droit de le connaître. Le droit ? Elle a ri, mais c'était un rire amer, sans joie. Tu crois que tu as droit à quoi que ce soit ? Après 40 ans d'absence, tu débarques ici en voulant réclamer des droits ? À ce moment-là, en regardant cette femme petite et amère, j'ai ressenti plus de pitié que de colère. 83 ans à porter une rancune qui ne lui a pas permis d'être heureuse, ne serait-ce qu'un seul jour. 83 ans à choisir la haine au lieu de l'amour. Je vais vivre dans la maison du fond pendant un certain temps, ai-je annoncé. Juste le temps de régler ma vie. Fais ce que tu veux, a-t-elle répondu, se balançant sur sa chaise. Mais n'espère pas que je change quoi que ce soit à cause de toi. Je suis trop vieille pour faire semblant de t'aimer. Je suis sortie, de là en portant ma valise et la boîte de lettres. La maison du fond était exactement comme je me souvenais de ma grand-mère, Honorine, petite, simple, mais propre. J'y passerai le temps nécessaire pour découvrir toute la vérité sur mon histoire et peut-être, qui sait, réussir à retrouver mon vrai père. Cette première nuit, assise sur la véranda de la petite maison, je pouvais voir ma mère à travers la fenêtre de la maison principale, se balançant seule sur sa chaise, comme une âme en peine condamnée à répéter les mêmes mouvements pour toujours. Je savais que les prochains jours seraient difficiles, mais pour la première fois de ma vie, je sentais que j'avais un but. Je n'étais plus la petite fille qui se faisait battre en silence. J'étais une femme de 62 ans à la recherche de la vérité qui lui avait été niée toute sa vie. Les premiers jours dans la maison du fond ont été comme vivre dans une machine à remonter le temps. Chaque recoin de cet endroit me rappelait ma grand-mère, Honorine, la seule personne qui m'a montré de l'affection dans mon enfance. C'est elle qui soignait mes blessures après les fessées, qui me donnait du pain avec du sucre quand je pleurais en cachette, qui me chuchotait à l'oreille qu'un jour tout irait mieux.
Honorine est décédée quand j'avais 15 ans, quelques mois avant que je ne m'enfuis pour me marier avec Jean-Paul. Parfois, je me demandais ce qu'elle dirait si elle connaissait la vérité sur mon père, si elle était au courant et ne me l'a jamais dit, ou si elle a aussi été trompée par ma mère comme tout le monde. Je me suis réveillée le 2e matin avec le bruit du rocking chair grinçant sur la véranda de la maison principale. Ma mère était déjà réveillée depuis tôt, comme toujours. J'ai regardé par la fenêtre de la petite maison et je l'ai vue assise là, petite et voûtée, regardant dans le vide. J'ai pensé à lui apporter du café, comme je le faisais avec Jean-Paul tous les matins, mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être était-ce de la fierté, peut-être était-ce de la peur de recevoir une autre réponse cruelle. J'ai fait mon café et je me suis assise à la petite table de la cuisine, entourée des lettres que j'avais étalées pour les relire. L'une d'elles a particulièrement attiré mon attention, une des dernières que ma mère avait écrites. Elle était datée d'il y a 15 ans, à peu près à l'époque où j'ai arrêté de lui parler. Sébastien, notre fille s'est mariée hier. 42 ans et elle a enfin quitté ma maison. Son mari est comme Gérard, un homme de poigne. Qui saura la tenir en bride? Tu devrais être fière, elle a enfin trouvé quelqu'un qui la mérite. J'ai laissé tomber la lettre de mes mains, sentant mon estomac se retourner. Ma mère avait planifié mon mariage malheureux. Elle avait choisi Jean-Paul parce qu'elle savait qu'il me maltraiterait. Et le pire, elle racontait cela à mon vrai père comme si c'était une victoire. J'ai pris une autre lettre, celle-ci encore plus ancienne, datant de quand j'avais une 20aine d'années. Colette fréquente un garçon de la ville, le fils du pharmacien. Il a l'air trop bien pour elle. Je vais faire en sorte d'y mettre fin. Elle ne mérite pas d'être heureuse après tout ce qu'elle m'a fait subir. Je me suis souvenu de Pierre, mon premier petit ami. Un garçon doux qui travaillait à la pharmacie de son père et me traitait comme si j'étais faite de porcelaine. Nous sommes sortis ensemble pendant presque 2 ans, jusqu'à ce qu'un jour, il disparaisse simplement. De ma vie, je n'ai jamais compris pourquoi. Maintenant, je savais. Ma mère avait saboté jusqu'à ma chance d'être heureuse. Je suis restée assise là dans la cuisine de la petite maison, entourée de décennies de méchanceté, comprenant que toute ma vie avait été un projet de vengeance. Chaque souffrance que j'ai endurée avait été soigneusement planifiée par une femme qui était censée me protéger. Le son de la sonnette de la maison principale m'a tiré de mes pensées. À travers la fenêtre, j'ai vu un jeune homme devant la porte, portant un sac. C'était Karim, le petit-fils de Madame Dubois, qui aidait toujours les voisins plus âgés avec leurs courses. « Madame Sylvie, l'ai-je entendu dire fort, j'ai apporté les choses que vous avez demandées. Et la femme de la boulangerie a demandé si vous vouliez que j'aille chercher le pain tous les jours. » Ma mère a répondu quelque chose que je n'ai pas réussi à entendre, mais j'ai réalisé qu'elle avait besoin d'aide pour les choses basiques de la vie. Cela m'a donné une idée. Si j'allais rester là pendant un certain temps, je pouvais en profiter pour prendre soin d'elle, pas par amour, mais pour avoir la chance d'en découvrir davantage sur le passé. J'ai attendu que Karim parte, et je suis allée à la maison principale. Ma mère essayait de ranger les courses dans le garde-manger, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle a failli faire tomber un paquet de riz. « Laissez-moi ranger », ai-je proposé, entrant dans la cuisine. Elle m'a regardé avec méfiance, comme si j'allais essayer d'empoisonner sa nourriture. « Je n'ai pas besoin de votre aide. Je sais que vous n'en avez pas besoin, mais je vais vous aider quand même. » J'ai commencé à ranger les courses dans les placards, remarquant qu'il y avait très peu de nourriture. Quelques paquets de nouilles instantanées, des biscuits crackers, un petit morceau de fromage. C'était une alimentation de quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent ou qui n'arrivait pas à cuisiner correctement. « Vous mangez correctement ?» ai-je demandé. « Comme j'ai toujours mangé, comme je peux ?» J'ai préparé un déjeuner simple avec ce qu'il y avait dans le réfrigérateur. Du riz, des haricots verts et un œuf au plat. Ma mère a mangé en silence. Mais j'ai réalisé qu'elle avait vraiment faim. Quand nous avons terminé, elle s'est levée lentement pour faire la vaisselle, mais je ne l'ai pas laissée faire. « Je vais faire la vaisselle. Vous vous reposez. »« Pourquoi faites-vous ça ?» a-t-elle demandé, me fixant avec ses yeux embués par la cataracte. « Parce que vous êtes ma mère, et parce que je ne suis pas comme vous. » Elle est restée silencieuse, pendant quelques secondes, traitant ce que j'avais dit. Puis elle est retournée sur son rocking chair, comme elle le faisait toujours après les repas.
J'ai passé le reste de l'après-midi à nettoyer la maison, à laver les vêtements accumulés, à organiser les médicaments qu'elle prenait. C'était un travail pénible pour une femme de 83 ans à faire seule. Même si j'étais en colère contre elle, je ne pouvais pas voir une personne âgée dans le besoin. À la fin de l'après-midi, alors que je balayais la véranda, j'ai trouvé une lettre tombée derrière le rocking chair. Elle était récente, avec le cachet de la poste datant d'il y a 2 semaines. L'expéditeur était un nom qui a fait battre mon cœur plus vite. Sébastien Dubois. J'ai ouvert la lettre, les mains tremblantes. C'était une écriture d'homme âgé, un peu tremblante, mais encore lisible. Sylvie, j'ai reçu votre dernière lettre à propos de Colette. Après toutes ces années, j'ai enfin réussi à rassembler mon courage pour vous chercher. Ma femme est décédée l'année dernière, et maintenant que je suis seule, je n'arrive pas à arrêter de penser à la fille que je n'ai jamais connue. Pouvez-vous me donner son adresse? Ou au moins me dire si elle va bien? Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit après tant de temps, mais un père n'oublie jamais un enfant, même s'il a été trop lâche pour l'assumer. Je vis à la même adresse que toujours, dans le quartier de Belleville. Si vous voulez que je vienne vous parler en personne, je serai en voiture la semaine prochaine. Ma mère avait reçu cette lettre et ne m'a rien dit. Mon père me cherchait, et elle avait caché cela. J'ai ressenti une colère si grande que j'ai eu envie de crier, mais je me suis contrôlée. J'ai gardé la lettre dans ma poche et je suis retournée à la maison du fond. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis restée allongée à penser à ce que ce serait de rencontrer mon vrai père. Était-il comme moi? Avais-je de vrais frères et sœurs, une famille qui m'accepterait? Ou allait-il aussi me décevoir comme tout le monde? Le lendemain matin, j'ai confronté ma mère. J'ai trouvé la lettre de Sébastien, ai-je dit, posant le papier sur la table du salon. Elle a regardé la lettre, puis moi, mais elle n'a pas semblé surprise. Et alors? Il me cherche, et vous m'avez caché cela. Je le cache, oui. Tu as déjà assez souffert dans la vie, tu n'as pas besoin de souffrir davantage avec ces mensonges. Quel mensonge? La seule personne qui a menti ici, c'est vous. Il va te remplir de promesses, comme il l'a fait avec moi. Il va dire qu'il a toujours voulu te connaître, qu'il pensait à toi tous les jours. Mais quand la nouveauté sera passée, il va disparaître à nouveau. Ce n'est pas à vous de prendre cette décision. Ma mère m'a regardé avec cette expression dure que je connaissais si bien. Tant que tu es sous mon toit, c'est à moi de décider. Alors très bien, ai-je répondu, sentant une force que je n'avais jamais eue auparavant. Je vais quitter votre toit. Je suis retournée à la petite maison et j'ai pris l'agenda que j'avais apporté de chez moi. J'ai cherché le numéro de Sébastien Dubois dans le quartier de Belleville à Paris. Quand je l'ai trouvé, j'ai composé le numéro, le cœur battant fort. 3 sonneries, 4, jusqu'à ce qu'une voix d'homme âgé réponde. « Allô? Monsieur Dubois? Je m'appelle Colette, je suis votre fille. » Le silence de l'autre côté a duré si longtemps que j'ai pensé qu'il avait raccroché. Quand il a finalement parlé, sa voix était étranglée. « Colette, ma petite? C'est vraiment vous? »« Oui, papa, c'est moi. » Je l'ai entendu pleurer, de l'autre côté du fil, et j'ai commencé à pleurer aussi. 62 ans pour entendre quelqu'un m'appeler ma petite avec tendresse. « Où êtes-vous, ma fille? Comment avez-vous trouvé mon numéro? » « Je suis à Lyon, chez ma mère. J'ai trouvé les lettres qu'elle vous écrivait et la lettre que vous avez envoyée la semaine dernière. Elle ne vous a pas dit que je vous n'ai. Cherchais? Non, papa, elle ne m'a jamais rien dit. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Il m'a raconté sa vie, comment il a toujours regretté de m'avoir abandonnée enceinte, comment il pensait à moi tous les jours. Il a dit qu'il avait 2 autres enfants, mes demi-frères et sœurs, qui ont toujours su que j'existais et voulaient me rencontrer. « Puis-je venir vous chercher ?» a-t-il demandé. « Ou pouvez-vous venir à Paris? Je veux vous rencontrer en personne, je veux compenser tout le temps perdu. Je le veux tellement, papa, mais j'ai peur. » « Peur de quoi, ma fille? Peur de vous décevoir à nouveau. Toute ma vie a été une déception après l'autre. Je comprends, mais je promets que je ne vous décevrai pas. Plus jamais. Nous avons convenu de nous rencontrer à la fin de la semaine suivante. Il viendrait en voiture à Lyon et nous parlerions en personne. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti un mélange de joie
et de terreur. J'étais sur le point de rencontrer mon vrai père, mais je sortais aussi de la protection du mensonge qui m'avait soutenu toute ma vie. Je suis retournée à la maison principale pour le dire à ma mère, mais je l'ai trouvée tombée sur le sol de la cuisine, consciente mais incapable de se relever. « Maman, que s'est-il passé ?» J'ai glissé en essayant de prendre de l'eau dans le frigo, a-t-elle dit, la voix faible. Je crois que je me suis tordu la cheville. Je l'ai aidée à se relever et à s'asseoir sur une chaise. La cheville était gonflée, mais elle ne semblait pas cassée. Même après tout ce que j'avais découvert, même en sachant le mal qu'elle m'avait fait, je n'ai pas pu la laisser souffrir là. Je vais vous emmener au centre de santé. Ce n'est pas nécessaire, ça va passer. Maman, pour l'amour de Dieu, laissez-moi prendre soin de vous. Elle m'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était ni de la colère ni de la cruauté. C'était quelque chose qui ressemblait à de la surprise. Pourquoi faites-vous ça? Après tout ce que j'ai fait, parce que je ne suis pas vous, maman, et je ne le serai jamais. Je l'ai emmenée au centre de santé, nous avons attendu 2 heures pour être prises en charge, et nous sommes rentrés avec la cheville bandée et des médicaments contre la douleur. Pendant tout le trajet, elle est restée silencieuse, perdue dans des pensées que je n'arrivais pas à déchiffrer. Cette nuit-là, après qu'elle se soit installée dans son lit, je suis retournée à la petite maison et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. En 3 jours, j'avais confronté ma mère, découvert que mon père me cherchait, parlé avec lui pour la première fois et même pris soin d'elle quand elle s'était blessée. Je commençais à comprendre que briser le cycle de la douleur ne signifiait pas rendre la cruauté avec plus de cruauté. Cela signifiait choisir d'être différente, même quand cela faisait mal, même quand la personne ne le méritait pas. Dimanche approchait, et avec lui, la rencontre qui pouvait changer ma vie pour toujours. Le dimanche s'est levé gris, avec ces nuages lourds qui menaçaient de pluie à tout moment. Je me suis réveillée avant le lever du soleil, l'estomac noué par la nervosité. C'était le jour de la rencontre avec Sébastien, mon vrai père, et je ne savais pas si j'étais prête à affronter 62 ans de vérité gardée. J'ai fait du café et je suis restée sur la véranda de la petite maison, observant ma mère à travers la fenêtre de la maison principale. Elle était aussi réveillée tôt, se balançant sur sa chaise avec la cheville bandée posée sur un coussin. Depuis qu'elle s'était blessée, elle était différente avec moi. Pas plus cruelle, mais distante, comme si elle pensait à des choses auxquelles elle n'avait jamais pensé auparavant. À 10 heures du matin, j'ai entendu le bruit d'une voiture s'arrêter devant la maison. Mon cœur a tellement battu que j'ai dû me tenir au montant de la porte. C'était une Peugeot blanche, bien entretenue, et un homme grand est sorti, les cheveux complètement blancs, portant une chemise habillée bleu clair. Même de loin, même après tant d'années, j'ai reconnu les yeux. C'était mes yeux. Sébastien est resté debout devant le portail pendant quelques secondes, regardant la maison comme s'il rassemblait son courage. Puis il m'a vu sur la véranda de la petite maison et nos regards se sont croisés pour la première fois de notre vie. J'ai senti les larmes couler sur mon visage avant même de réaliser que je pleurais. Il a ouvert le portail lentement et a marché dans ma direction, les pas hésitants comme ceux de quelqu'un qui n'est pas sûr d'être le bienvenu. Quand il est arrivé près de la véranda, il s'est arrêté à nouveau, les mains tremblantes. « Colette ?» a-t-il demandé, la voix étranglée. « Bonjour, papa !» ai-je répondu, le mot sortant naturellement, même si c'était la première fois que je le prononçais pour lui. Nous avons descendu les marches en même temps et nous nous sommes embrassés au milieu de la cour. C'était une étreinte étrange au début, parce qu'aucun de nous ne savait comment agir, mais elle s'est ensuite transformée en l'étreinte la plus serrée de ma vie. Il pleurait sur mon épaule, je pleurais sur la sienne, et 62 ans d'absence semblaient sortir de nos pores avec les larmes. « Ma fille !» il chuchotait. « Ma fille chérie ! Comme vous avez grandi belle, comme vous m'avez manqué. » Nous sommes restés là, serrés dans les bras l'un de l'autre, jusqu'à ce que nous entendions le grincement du rocking chair. Ma mère nous observait depuis la véranda de la maison principale, le visage un masque de colère et quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Elle nous regarde », ai-je dit en m'éloignant un peu de lui. Sébastien a regardé en direction de la maison et a fait un signe de la main à ma mère.
Mais elle a tourné le visage et a fait semblant de ne pas voir. Elle est toujours en colère contre moi, a-t-il dit avec un sourire triste. Et elle a tout à fait le droit de l'être. Je l'ai invité à entrer dans la petite maison où nous avons discuté pendant des heures. Il m'a raconté sa vie à Paris, comment il avait travaillé 40 ans dans la même entreprise métallurgique jusqu'à sa retraite. Sa femme, décédée l'année précédente, un mariage qu'il a décrit comme paisible mais sans beaucoup d'amour. Mes 2 demi-frères, Robert et Sandrine, qui étaient professeurs et avaient leur propre famille. Ils ont toujours su que vous existiez, a-t-il dit en sortant des photos de son portefeuille. Ma femme n'a jamais beaucoup aimé le sujet, mais je leur ai toujours dit qu'ils avaient une sœur quelque part. J'ai regardé les photos de mes frères et sœurs, essayant de trouver des ressemblances entre nous. Robert ressemblait plus à lui. Il avait les mêmes yeux. Sandrine avait les cheveux bouclés comme les miens quand j'étais jeune. « Ils veulent me rencontrer ?» ai-je demandé. « Ils le veulent beaucoup. » Robert a dit qu'il avait toujours rêvé d'avoir une sœur aînée pour lui donner des conseils quand il ferait des bêtises. L'idée d'avoir une vraie famille, des gens qui m'aimeraient pour qui j'étais et non par obligation, me faisait ressentir une chose étrange dans la poitrine. C'était de l'espoir mêlé à de la peur, comme si c'était trop beau pour être vrai. « Papa, puis-je vous demander une chose qui m'a toujours fait mal ? » « Vous pouvez demander n'importe quoi, ma fille. Pourquoi ne m'avez-vous jamais cherché avant ? En 62 ans, n'avez-vous jamais eu la curiosité de savoir si j'allais bien ?» Il a baissé la tête, ses grandes mains tripotant nerveusement, le bord du chapeau qu'il avait enlevé en entrant. « Si, ma fille, beaucoup. Mais j'étais mariée, j'avais d'autres responsabilités. Et votre mère ? Votre mère m'a dit des choses à l'époque qui m'ont fait croire qu'il valait mieux que je disparaisse de vos vies. » Quel genre de choses ? Elle a dit que vous n'aviez pas besoin de père, que vous étiez bien élevé par Gérard. Elle a dit que si j'apparaissais dans vos vies, je ne ferais qu'apporter de la confusion. Et puis, quand vous avez grandi, elle écrivait dans les lettres que vous étiez heureuse, mariée, avec des enfants. J'ai pensé que ma présence ne ferait que se déranger. J'ai senti un serrement dans ma poitrine. Encore une manipulation de ma mère, encore une façon de contrôler ma vie pour satisfaire sa vengeance. Papa, je n'ai jamais été heureuse, jamais. Toute ma vie a été une souffrance après l'autre. Il a levé les yeux pour me regarder et j'ai vu la douleur imprimée sur son visage. Que voulez-vous dire ? Je lui ai tout raconté. Les fessées de Gérard, la cruauté de ma mère, le mariage malheureux avec Jean-Paul, les enfants qui me traitaient comme un fardeau. 40 ans de douleur déversée là sur la table de la petite maison, avec mon père écoutant chaque mot et essuyant les larmes qui ne cessèrent de couler. « Mon Dieu !» a-t-il chuchoté quand j'ai terminé. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ? Si j'avais su, si j'avais imaginé, vous ne saviez pas, papa. Ma mère a caché tout cela de vous aussi. Mais j'aurais dû insister. J'aurais dû venir ici, vérifier de mes propres yeux. Je suis votre père. C'était mon obligation de vous protéger. » Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, lui se blâmant pour le passé, moi essayant d'assimiler le fait que j'avais enfin quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. « Et maintenant ?» ai-je finalement demandé. « Maintenant, vous venez avec moi à Paris. Vous allez vivre dans ma maison, rencontrer vos frères et sœurs, avoir la famille que vous avez toujours mérité d'avoir. » L'offre m'a tellement touchée que j'ai recommencé à pleurer. Mais avec la joie est venue la peur. « Papa, je ne sais pas si je peux. Je suis déjà vieille. J'ai déjà mes habitudes. Ma fille, 62 ans, ce n'est pas vieux pour recommencer. Et vous ne serez pas seule. Vous aurez toute une famille pour vous soutenir. » C'est à ce moment-là que nous avons entendu frapper fort à la porte de la petite maison. C'était ma mère, appuyée sur sa canne, le visage rouge de colère. « Arrêtez ce cinéma là-dedans !» a-t-elle crié. « Sébastien, vous n'avez pas honte ? Après 60 ans, vous débarquez ici en voulant jouer au papa ?» Sébastien s'est levé et a ouvert la porte, l'affrontant avec un calme qui m'a surpris. « Sylvie, je suis venue ici pour rencontrer ma fille. Je ne suis pas venue me disputer avec vous. Votre fille, elle n'est pas votre fille. Vous nous avez abandonnés quand j'avais le plus besoin de vous. Vous avez disparu dans la nature, et maintenant vous voulez apparaître pour récolter ce que vous n'avez pas semé. » « Vous avez raison, » a-t-il dit,
me surprenant. J'ai été un lâche. Je vous ai abandonné, alors que j'aurais dû assumer mes responsabilités. Mais maintenant, je suis ici pour essayer de réparer ce que j'ai fait de mal. Réparer? Elle a ri, mais c'était un rire amer, plein de haine. Il n'y a pas de réparation possible pour ce que vous m'avez fait. À cause de vous, j'ai dû me marier avec Gérard. J'ai dû supporter un homme qui me battait parce qu'il savait que Colette n'était pas sa fille. Gérard vous battait aussi? Ai-je demandé, en me levant de ma chaise. Ma mère m'a regardée comme si elle avait dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. Oui, a-t-elle admis, sa voix devenant plus basse. Tous les jours, il savait que vous n'étiez pas sa fille, et il déversait sa colère sur moi aussi. Alors pourquoi vous le laissiez me frapper? Si vous étiez battu aussi, pourquoi ne me défendiez-vous pas? Elle est restée silencieuse pendant longtemps, regardant tantôt moi, tantôt Sébastien. Parce qu'il était plus facile de le laisser vous frapper que d'être battu seule, a-t-elle finalement confessé. Vous étiez petite, vous supportiez moins de coups. Quand il vous frappait, il en restait moins pour moi. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ma propre mère m'avait utilisé comme bouclier humain pour diminuer sa propre souffrance. « Sylvie !» a explosé Sébastien, sa voix plus forte pour la première fois. « Comment avez-vous pu faire ça à un enfant? Je l'ai fait parce que vous m'avez abandonnée, a-t-elle crié en retour. Je l'ai fait parce que j'ai dû survivre comme je pouvais, et je le referais s'il le fallait. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était plus de la colère ou du chagrin. C'était une clarté froide, définitive. « Maman !» ai-je dit, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été dans ma vie. « Vous avez eu 62 ans pour vous excuser. 62 ans pour montrer que vous regrettiez. Mais au lieu de cela, vous avez choisi de me blâmer pour les erreurs que d'autres ont commises. » Colette. « Non, ai-je coupé. Je ne vais plus écouter vos excuses. J'ai pris soin de vous cette semaine dernière parce que je suis différente de vous. Mais maintenant, je vais partir, et vous allez devoir vivre avec les conséquences des choix que vous avez faits. » J'ai regardé mon père, qui assistait à tout cela avec une expression de douleur et de compréhension. « Papa, si l'offre tient, toujours, j'accepte. Je veux aller avec vous à Paris. » « Bien sûr qu'elle tient, ma fille, elle tiendra toujours. » Je suis entrée dans la petite maison et j'ai pris ma valise, qui était encore presque prête depuis mon arrivée. Je n'avais pas grand-chose à emporter. 40 ans de vie tenaient dans une petite valise. Quand je suis sortie, ma mère était toujours là, appuyée sur sa canne, mais maintenant elle pleurait. « Vous ne pouvez pas partir comme ça, » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je suis votre mère. »« Non, » ai-je répondu en passant devant. Elle sans m'arrêter. « Vous étiez la femme qui m'a donné naissance. Une mère est celle qui protège, celle qui aime, celle qui sacrifie son propre bien-être pour le bien-être de son enfant. Vous n'avez jamais été ma mère. » J'ai marché jusqu'à la voiture de mon père, lui portant ma valise. Avant d'entrer, j'ai jeté un dernier regard sur la maison où j'ai grandi en me faisant battre, sur la véranda où ma mère riait de ma souffrance, sur la petite maison du fond où ma grand-mère m'a montré qu'il était possible d'être différente. « Tout va bien se passer, » a dit mon père en posant sa main sur mon épaule. « À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul. » Alors que nous quittions Lyon, j'ai vu dans le rétroviseur ma mère toujours debout devant le portail, petite et solitaire, regardant sa fille partir pour toujours. Je n'ai ressenti ni pitié, ni remords. J'ai ressenti de la libération. À 62 ans, j'allais enfin à la maison. La maison de mon père dans le quartier de Belleville était tout ce que je n'avais jamais eu dans ma vie. Silencieuse, propre et pleine de lumière. 2 heures de route de Lyon à Paris, et j'avais l'impression d'avoir traversé un monde entier. Sébastien m'a montré chaque pièce avec fierté, comme s'il présentait un palais à une princesse. « Ce sera votre chambre », a-t-il dit en ouvrant la porte d'une chambre spacieuse avec une fenêtre donnant sur le jardin. C'était là où ma femme rangeait ses affaires, mais j'ai tout arrangé pour vous. Je me suis assise sur le lit, testant le matelas moelleux, et je n'ai pas pu retenir mes larmes. 62 ans pour avoir une chambre rien qu'à moi, où personne ne viendrait me déranger ou m'humilier. Papa, je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas besoin de me remercier, ma fille. J'ai 62 ans d'affection à rattraper.
Les premiers jours ont été comme vivre dans un rêve. Sébastien me traitait comme une poupée de porcelaine, me demandant toujours si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose, si j'avais faim. Il cuisinait pour moi, me présentait aux voisins comme ma fille Colette, avec une fierté dans la voix qui me faisait me sentir spéciale pour la première fois de ma vie. Le mercredi, j'ai rencontré mes demi-frères et sœurs. Robert est arrivé en premier, un homme de 58 ans, professeur de mathématiques, avec les mêmes yeux que notre père. Il m'a serré dans ses bras sans cérémonie, comme s'il me connaissait, depuis des années. « Sœur aînée », a-t-il dit en souriant, « enfin, j'ai toujours voulu avoir quelqu'un pour me gronder quand je ferais des bêtises. » Sandrine est arrivée peu après, une belle femme de 55 ans, professeure de français, les cheveux bouclés comme les miens quand j'étais jeune. Mais j'ai remarqué quelque chose de différent dans sa façon de me saluer. Elle était polie mais froide, comme si elle remplissait une obligation. « Bonjour, Colette. Papa m'a beaucoup parlé de vous. Nous avons dîné ensemble à la table du salon, et c'était la première fois de ma vie que je me sentais faire partie d'une vraie famille. » Robert racontait des histoires amusantes de l'école où il travaillait, Sébastien se remémorait sa jeunesse, et moi, j'écoutais simplement, assimilant encore que tout cela était réel. Mais j'ai remarqué que Sandrine restait silencieuse la plupart du temps, ne répondant que lorsqu'on lui demandait quelque chose directement. Après le dîner, quand Robert est parti et que Sébastien s'est retiré dans sa chambre, elle m'a demandé de discuter avec elle sur la véranda. « Colette, je dois vous dire quelque chose », a-t-elle commencé en allumant une cigarette. « Je sais que vous avez traversé des choses difficiles, et j'en suis désolée. Mais je veux que vous compreniez que notre famille n'a pas été parfaite non plus. » « Comment ça? Notre père, il n'a jamais été un saint. Ma mère a beaucoup souffert à cause de l'histoire avec votre mère. Il parlait de vous constamment, disant toujours qu'un jour il allait vous chercher. Cela a détruit leur mariage. » J'ai senti mon estomac se serrer. « Sandrine, je ne savais rien de tout cela. Si je savais, je sais que vous ne saviez pas. Mais maintenant que vous êtes là, vous devez comprendre que ce n'est pas que de la joie. Robert vous accepte parce qu'il a un cœur trop grand. Mais moi, j'ai grandi en voyant ma mère pleurer à cause d'une fille qui n'existait même pas dans notre vie. Ces mots m'ont fait plus mal que je ne m'y attendais. Après une vie entière à être rejetée, j'étais rejetée à nouveau. Maintenant par la propre famille qui était censée m'accueillir. « Vous ne voulez pas de moi ici », ai-je dit, plus une affirmation qu'une question. « Ce n'est pas ça. Je pense juste que vous devez comprendre que les choses sont compliquées. Papa est vieux, seul depuis que maman est morte. Peut-être qu'il romance cette histoire de père et fille. » Cette nuit-là, allongée dans la chambre que Sébastien avait préparée avec tant de soin, j'ai pensé aux paroles de Sandrine. Étais-je naïve? Mon père me voulait-il vraiment? Ou était-ce juste de la culpabilité et de la solitude de vieil homme? Les jours suivants ont été plus difficiles. J'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas vues auparavant. Comme Sébastien qui restait parfois silencieux au milieu des conversations, perdu dans ses pensées, comme il prenait des médicaments qu'il me cachait, comme Robert regardait son père avec inquiétude quand il pensait que je ne regardais pas. C'est un vendredi matin que j'ai découvert la vérité. Sébastien s'est évanoui dans la cuisine en préparant le café. Nous l'avons emmené à l'hôpital et après des heures d'examen, le médecin nous a appelés pour discuter. « Votre père a une tumeur au cerveau », a dit le médecin en me regardant, moi et mes frères et sœurs. Elle est inopérable, et vu sa taille, elle doit être là depuis quelques mois. J'ai senti le monde tourner. Je venais de retrouver mon père et j'allais le perdre à nouveau. Combien de temps lui reste-t-il? A demandé Robert, la voix tremblante. Difficile à dire avec précision. Quelques mois, peut-être un an. Cela dépend de la façon dont son organisme va réagir. Dans la voiture, en revenant de l'hôpital, Sandrine a finalement explosé. « Maintenant, vous comprenez pourquoi j'étais inquiète? Il vous a cherché parce qu'il est en train de mourir. Ce n'était pas par amour, c'était parce qu'il ne veut pas mourir avec une culpabilité sur la conscience. »« Sandrine !» a réprimandé Robert. « Ne parle pas comme ça. »« C'est la vérité, Robert. Il a eu 62 ans pour la chercher et il ne l'a fait que lorsqu'il a découvert qu'il était malade. » Ces paroles ont résonné dans ma tête pendant tout le trajet. Sandrine avait-elle raison?
Mon père m'avait-il cherché seulement parce qu'il était en train de mourir? Cette nuit-là, j'ai confronté Sébastien. Il était assis sur la véranda, regardant les étoiles, plus fragile que jamais après la frayeur de l'hôpital. « Papa, saviez-vous que vous étiez malade quand vous m'avez cherché ?» Il est resté silencieux pendant longtemps, et cela m'a donné la réponse que je craignais. « Oui, » a-t-il finalement admis. « J'ai découvert la tumeur il y a 3 mois. C'est alors que j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre avec le poids de la culpabilité. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Alors Sandrine a raison. Vous m'avez cherché seulement parce que vous êtes en train de mourir. Non, ma fille, ce n'est pas comme ça. Alors comment est-ce? Il s'est tourné pour me regarder, les yeux pleins de larmes. J'ai toujours voulu vous chercher. Tous. Les jours de ma vie, j'ai pensé à vous. Mais j'étais lâche, j'avais peur de ma femme, peur de mes enfants, peur de la société. La tumeur n'a pas créé mon amour pour vous, Colette. Elle m'a seulement donné le courage que j'aurais dû avoir il y a 60 ans. Comment vais-je? Savoir si c'est vrai? Parce qu'à partir de maintenant, vous aurez le temps de découvrir qui je suis vraiment. Et j'aurai le temps de vous montrer l'amour que j'ai gardé toute une vie. Nous avons discuté jusqu'à tard dans la nuit. Il m'a raconté toutes les fois où il est passé par Lyon en cachette juste pour voir la ville où je vivais. Comment? Il gardait toutes les lettres de ma mère, même les plus cruelles, parce qu'elles étaient le seul lien qu'il avait avec moi. Comment il avait appris à Robert et Sandrine à écrire mon nom avant même qu'ils ne sachent écrire les leurs. Ma fille, je sais que je suis arrivée tard dans votre vie. Je sais que je ne peux pas récupérer les années perdues, mais je peux vous donner le temps qu'il me reste avec tout l'amour que j'ai gardé. La semaine suivante, l'état de Sébastien s'est aggravé. Les maux de tête sont devenus plus fréquents et il a commencé à oublier de petites choses. Mais il est aussi devenu plus affectueux avec moi, comme s'il voulait dire en quelques mois tout ce qu'il n'avait pas dit en décennies. C'est Robert qui a suggéré que je suive un cours. Sœur, vous avez le droit de vivre votre propre vie aussi. Papa ne voudrait pas que vous vous transformiez en une simple soignante. J'ai trouvé un cours de broderie et de couture dans une école près de chez moi. C'était quelque chose que j'avais toujours voulu apprendre, mais je n'avais jamais eu le temps ni l'argent. Pour la première fois à 62 ans, je faisais quelque chose juste pour moi. Les autres élèves du cours étaient des femmes de mon âge, certaines veuves comme moi, d'autres retraitées à la recherche de nouveaux loisirs. Discuter avec elles m'a fait réaliser que mon histoire n'était pas unique. Beaucoup avaient vécu des vies semblables à la mienne. Des mariages malheureux, des enfants ingrats, des familles qui les maltraitaient. C'est au cours que j'ai rencontré Noémie, une dame de 65 ans qui est devenue ma première amie. Elle avait une énergie contagieuse et un rire fort qui me faisait sourire même les jours les plus difficiles. « Colette, a-t-elle dit un jour, alors que nous brodions des fleurs sur une serviette, vous semblez être une personne qui renaît. Il y a une lumière dans vos yeux que vous n'aviez pas au début du cours. » Elle avait raison. Pour la première fois de ma vie, je découvrais qui j'étais quand je ne servais pas les autres. J'apprenais à choisir les couleurs que j'aimais, à créer des dessins qui sortèrent de ma tête, à avoir des opinions sur des choses petites mais importantes. Mais plus je grandissais, plus Sébastien dépérissait. En 2 mois, il a vieilli, de 10 ans. Les promenades dans le quartier sont devenues des promenades jusqu'au coin de la rue, puis jusqu'au portail, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus sortir de la maison. Sandrine, qui au début me rejetait, a commencé à me respecter quand elle a vu comment je prenais soin de lui sans me plaindre. Robert disait que j'avais une façon spéciale avec son père, que je parvenais à le calmer quand les douleurs devenaient insupportables. « Vous êtes comme mamie Honorine », a dit Sébastien un jour, alors que je lui passais de la pommade sur le dos. Elle avait aussi ses mains bénies. « Vous avez connu ma grand-mère ?»« Oui. C'est elle qui m'a dit que votre mère était enceinte. Une sainte femme, votre grand-mère. Elle m'a dit que je devais assumer ma responsabilité, mais j'étais trop lâche pour écouter. À chaque conversation, j'en découvrais davantage sur mon passé. Sébastien m'a raconté que ma grand-mère Honorine avait essayé de le convaincre de me reconnaître, qu'elle était allée jusqu'à Paris pour lui parler, en personne, qu'elle savait que Gérard n'était pas mon père et qu'elle souffrait de me voir me faire battre. Honorine m'a écrit une lettre quand vous avez eu 15 ans, a-t-il raconté.
Elle disait que j'avais encore le temps de vous sauver, que vous étiez une bonne fille qui ne méritait pas de souffrir. Mais j'étais trop occupée à construire ma vie ici pour penser à la vie que je détruisais là-bas. Pourquoi me racontez-vous ça maintenant? Parce que je veux que vous compreniez que votre grand-mère a essayé de me faire être un meilleur père, et que si je l'avais écouté, vous n'auriez peut-être pas autant souffert. Cette nuit-là, j'ai rêvé de ma grand-mère Honorine. Dans le rêve, elle était assise sur la véranda de la petite maison du fond, me souriant et disant qu'elle était fière de la femme que j'étais devenue. Je me suis réveillée avec la sensation qu'elle était vraiment avec moi, me protégeant même après sa mort. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait encore. Dans les lettres que j'ai trouvées à la maison, ma mère mentionnait que Sébastien avait une sœur à Lyon, quelqu'un qui connaissait notre famille. Si cela était vrai, cela signifiait que pendant toutes ces années, il y avait quelqu'un dans la ville qui savait qui était mon vrai père et ne me l'a jamais dit. J'ai décidé d'appeler Karim, le garçon qui aidait ma mère avec les courses, pour savoir comment elle allait. La conversation a été rapide, mais il a mentionné quelque chose qui a attiré mon attention. « Madame Colette, votre mère va bien, mais elle reçoit la visite d'une dame de Paris, une certaine Madame Edith. Elle a dit qu'elle vous connaissait. » Edith. Ce nom apparaissait dans les lettres comme la sœur de Sébastien. Cela signifiait qu'elle était au courant de tout et qu'elle rendait visite à ma mère maintenant que j'étais partie. Quand j'en ai parlé à Sébastien, il est devenu pâle. Edith est ma sœur cadette. Elle vit ici à Paris, mais elle a toujours gardé le contact avec des gens de Lyon. « Papa, elle était au courant pour moi ? » ?»« Oui, c'est l'une des personnes qui m'a le plus critiqué pour ne pas t'avoir assumé. » »« Et maintenant, elle rend visite à ma mère ? » ?»« Elle doit l'être. Edith a toujours aimé prendre soin des autres, même quand ils ne demandaient pas d'aide. » Quelque chose dans cette information m'a rendue inquiète. Pourquoi la sœur de mon père rendrait-elle visite à ma mère justement maintenant? De quoi parlait-elle? Et surtout, pourquoi Edith n'avait-elle jamais essayé de me contacter? Si elle savait qui j'étais? 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était Karim, nerveux, parlant bas comme si quelqu'un pouvait écouter. « Madame Colette, vous devez venir ici en urgence. Votre mère ne va pas bien et il se passe des choses étranges. » Quel genre de choses étranges? Cette Madame Edith qui vient lui rendre visite? Elle a apporté des papiers et votre mère signe plein de choses. Les voisins commentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai raccroché le téléphone, le cœur serré. Ma mère était-elle en train de se faire duper? Ou y avait-il d'autres secrets sur ma famille que je ne connaissais pas encore? J'ai regardé Sébastien qui dormait dans le fauteuil du salon, chaque jour plus fragile, et j'ai pris une décision. Je devais retourner à Lyon une dernière fois, pas pour ma mère, mais pour découvrir ce qui se passait au juste. Et surtout, pour comprendre pourquoi la sœur de mon père, qui connaissait mon histoire depuis des décennies, avait seulement décidé de faire son apparition dans ma vie maintenant. Le voyage de retour à Lyon a été le plus difficile de ma vie. Sébastien avait insisté pour venir avec moi, même contre la volonté de Robert et Sandrine, qui pensèrent qu'il était dangereux pour lui de voyager dans l'état où il était. Mais mon père a été catégorique. S'il se passe quelque chose de mal avec ma sœur et votre mère, je dois être là. Pendant les 2 heures de route, il m'a raconté davantage sur Edith. 5 ans de moins que lui, elle a toujours été la rebelle de la famille. Elle s'est mariée jeune, est devenue veuve tôt et a passé sa vie à prendre soin des personnes dans le besoin. Elle avait une petite pension à Paris où elle hébergeait des femmes en difficulté. Edith m'a toujours reproché de ne pas t'avoir assumé, a-t-il dit, la voix faible mais déterminée. Elle disait que j'étais un lâche, que je détruisais 2 vies par pur égoïsme. Nous ne nous sommes pas parlé correctement pendant des années à cause de ça. Et maintenant, elle rend visite à ma mère. Pourquoi? Je ne sais pas. Ma fille. Mais connaissant Edith, elle ne fait pas ça par méchanceté. Ma sœur a des défauts, mais le cœur mauvais n'en est pas un. Nous sommes arrivés à Lyon en fin d'après-midi. La ville semblait plus petite que lorsque j'étais partie, comme si elle avait rétréci en mon absence. Nous nous sommes garés devant la maison de mon enfance, et j'ai immédiatement réalisé qu'il y avait quelque chose de différent. La cour était plus propre, il y avait de nouvelles fleurs plantées sur la véranda,
et les fenêtres avaient des rideaux qui n'étaient pas les vieux rideaux déchirés dont je me souvenais. « Quelqu'un prend soin de la maison, ai-je observé. Ou quelqu'un vit ici, a répondu Sébastien en fronçant les sourcils. Nous avons frappé à la porte et celle qui a répondu était une femme que j'ai reconnue immédiatement, même sans l'avoir jamais vue auparavant. Elle avait les mêmes yeux que mon père, le même front large, mais elle était petite comme moi, avec des cheveux grisonnants attachés en un chignon bas. Édith. « Sébastien » a-t-elle dit, surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venue savoir ce que tu manigances avec Sylvie, Édith. » Elle m'a regardée, étudiant mon visage comme si elle cherchait quelque chose de spécifique. « Et vous devez être Colette, ma nièce. » Le mot « nièce » est sorti de sa bouche avec tendresse. Pas avec la froideur à laquelle je m'attendais après des décennies d'abandon. « Vous pouvez entrer, » a-t-elle dit en ouvrant la porte. « Sylvie dort, mais je dois discuter avec vous deux. » La maison était méconnaissable, propre, rangée, avec une odeur de propreté et de cuisine maison. Sur la table du salon, il y avait plusieurs papiers éparpillés, certains que j'ai reconnus comme des documents officiels. « Asseyez-vous, » a dit Édith en indiquant le canapé. « J'ai beaucoup de choses à expliquer. » Sébastien et moi nous sommes assis côte à côte, attendant. Édith a pris une chaise et s'est positionnée devant nous, comme si elle allait donner une conférence. « Colette, je veux d'abord vous présenter mes excuses. Je sais qui vous êtes depuis votre naissance et je n'ai jamais rien fait pour vous aider. Cela m'a rongé de l'intérieur pendant 62 ans. Pourquoi ne m'avez-vous jamais cherché? Parce que je suis une lâche, comme votre frère ici, et parce que j'ai pensé que ce n'était pas à moi d'interférer dans vos vies, mais il y a 3 mois, quand Sébastien m'a dit qu'il vous avait retrouvé, j'ai décidé qu'il était temps de faire quelque chose pour les années perdues. » Elle a pris l'un des papiers sur la table et me l'a tendu. « Votre mère est malade, Colette. Alzheimer à un stade précoce. Elle le cache bien, mais elle perd la mémoire petit à petit. » J'ai senti ma poitrine se serrer, même si je détestais. Ma mère, l'idée qu'elle perde l'esprit me rendait triste. « Et que faites-vous ici ?» Je prends soin d'elle, et j'essaie de résoudre certaines choses qui auraient dû être résolues il y a longtemps. Édith s'est levée et est allée à la cuisine, revenant avec une boîte en bois que je n'avais jamais vue. J'ai trouvé ça caché dans le grenier. Ce sont des lettres que votre mère n'a jamais envoyées. J'ai ouvert la boîte, les mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des dizaines de lettres, toutes adressées à Sébastien, mais avec des dates très anciennes. Certaines datant de quand j'étais bébé, d'autres de quand j'étais enfant. J'en ai pris une au hasard et j'ai commencé à lire. Sébastien, notre fille a fait ses premiers pas aujourd'hui. Elle s'est tenue à la table de la cuisine et a marché jusqu'à moi, souriant comme un ange. Gérard n'était pas à la maison, alors j'ai pu l'embrasser et lui dire que papa reviendrait un jour. Je sais que tu ne recevras pas cette lettre, comme tu n'as pas reçu les autres, mais je dois écrire. C'est la seule façon de sentir que tu fais encore partie de sa vie. J'ai regardé ma mère, confuse. Cette lettre était pleine d'amour, complètement différente des autres que j'avais trouvées. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Édith a soupiré profondément. Votre mère a écrit 2 types de lettres pendant toutes ces années, Colette. Celle qu'elle ressentait vraiment, pleine d'amour et de nostalgie, qu'elle n'a jamais envoyée. Et les autres, pleines de colère et de vengeance, qu'elle envoyait à mon frère. J'ai pris une autre lettre de la boîte. Celle-ci datait de quand j'avais une dizaine d'années. Sébastien, elle a demandé après son père aujourd'hui. Elle a dit qu'elle avait rêvé d'un homme grand qui l'appelait princesse. Je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité, alors j'ai dit que son père travaillait loin. Elle a dit que quand elle serait grande, elle te chercherait. J'espère que tu seras un homme meilleur d'ici là. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Ma mère m'aimait. Au moins une partie d'elle m'aimait, même si elle n'a jamais réussi à le montrer. Pourquoi n'a-t-elle jamais envoyé ces lettres ? Ai-je demandé. Parce qu'elle envoyait les autres, a répondu Édith. Les lettres de colère étaient sa vengeance contre Sébastien. Mais celle-ci, c'était le cœur de mère qu'elle n'arrivait pas à tuer complètement. Sébastien pleurait aussi, lisant une lettre qui parlait de mon premier jour d'école. Édith, comment connaissiez-vous ces lettres? Parce que Sylvie m'a contactée il y a 3 mois.
juste après que vous ayez retrouvé Colette. Elle perd la mémoire, mais elle a eu un moment de lucidité et a réalisé qu'elle pouvait mourir sans que vous deux ne connaissiez la vérité. Quelle vérité ? Ai-je demandé, bien que j'aie déjà peur de la réponse. Qu'elle vous a toujours aimé, ma fille. Que chaque fessée que vous avez reçue la faisait souffrir aussi. Qu'elle ne vous défendait pas seulement parce qu'elle avait plus peur de Gérard que d'amour pour elle-même. C'est à ce moment-là que nous avons entendu des pas lents dans l'escalier. Ma mère descendait, appuyée sur la rampe, plus maigre et fragile que lorsque je suis partie. Quand elle m'a vue, elle s'est arrêtée au milieu de l'escalier, les yeux confus. « Colette, vous êtes revenue ? Bonjour, maman. » Elle a descendu le reste de l'escalier lentement et est venue jusqu'à moi. Pendant un moment, elle a ressemblé à la même femme, cruelle que toujours. Mais alors, quelque chose a changé dans son expression. « Ma fille, » a-t-elle dit, la voix tremblante, « je dois te dire quelque chose avant que je n'oublie tout. » Edith s'est levée et a pris une chaise pour que ma mère s'assoie devant nous. « Sylvie, vous êtes sûre ? » ?»« Oui, elle a besoin de savoir. » Ma mère m'a regardé dans les yeux pour la première fois de sa vie avec quelque chose qui ressemblait à de l'amour. « Colette, j'ai toujours su que Gérard allait te frapper. Tous les jours je le savais, et tous les jours je l'ai laissé faire. »« Maman, non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler tant que je m'en souviens encore. » Elle a respiré profondément. « Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les nuits, après les fessées, je restais éveillée à penser à m'enfuir avec vous, à penser à te prendre dans mes bras et à sortir en courant de cette maison. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais enfui ? Parce que je n'avais nulle part où aller, parce que j'avais peur, et parce que... » Sa voix est devenue plus basse, parce que chaque fois que je vous regardais, je voyais Sébastien. Et ça me faisait tellement mal que parfois je préférais que vous soyez frappés, plutôt que d'avoir à vous regarder dans les yeux et à me souvenir de lui. Edith s'est approchée et a posé sa main sur l'épaule de ma mère. « Racontez le reste, Sylvie. »« Quel reste ?» ai-je demandé. Ma mère a regardé Sébastien qui était pâle et tremblant. « Sébastien, vous vous souvenez de la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, avant que je ne vous annonce que j'étais enceinte ? » ?»« Je me souviens, » a-t-il dit, la voix sortant à peine. « Vous m'avez promis que vous alliez quitter. Votre femme. Vous avez dit que vous m'aimiez et que nous allions construire une famille ensemble. Sylvie, j'ai cru. J'ai passé 3 mois à croire que vous alliez revenir vers moi, jusqu'à ce que votre belle-sœur vienne me chercher et me dise que vous aviez raconté à toute votre famille que je n'étais qu'une aventure, que vous n'alliez jamais quitter votre vie pour une femme comme moi. » J'ai regardé mon père qui avait le visage enfoui dans ses mains. « Est-ce vrai, papa ? » ?»« Oui, » a-t-il chuchoté. « J'étais jeune, idiot, lâche. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire pour me débarrasser de la responsabilité. » Ma mère a continué, les mots sortant comme s'ils étaient du venin qu'elle devait cracher. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je savais déjà qu'il n'allait pas assumer. Mais j'espérais que quand vous seriez né, quand il verrait qu'il avait une fille, il changerait peut-être d'avis. Mais je n'ai jamais su qu'elle était née, » a dit Sébastien en relevant le visage. « Vous ne me l'avez jamais dit. »« Si, je l'ai dit, » a explosé ma mère, plus forte que je ne l'avais vue depuis des années. « J'ai envoyé une lettre, j'ai envoyé un message avec votre sœur, je suis même allée personnellement chez vous. »« Je n'ai jamais rien reçu. Vous n'avez pas voulu recevoir ? Votre femme m'a mise à la porte de chez vous, elle a dit que si je me présentais à nouveau, elle appellerait la police. » Edith a soupiré lourdement. « Sébastien, vous devez lui raconter. »« Raconter quoi ?» avons-nous demandé ma mère et moi en même temps. Mon père s'est levé de sa chaise et a commencé à marcher dans la pièce, comme s'il fuyait ses propres mots. « Je savais que vous étiez née, Colette. Je l'ai toujours su. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Comment ? Ma femme me l'a dit. Elle a pensé que j'avais le droit de savoir. Mais elle a clairement fait savoir que si j'allais vous chercher, elle demanderait le divorce et emmènerait mes autres enfants. Alors, vous avez choisi la famille que vous aviez déjà. J'ai choisi ce qui me semblait le plus facile à l'époque, et j'ai passé le reste de ma vie à le regretter. Ma mère pleurait maintenant,
des larmes de 62 ans de colère et de chagrin. Vous entendez, Colette? Il savait. Pendant toute votre enfance, il savait que vous existiez et il a choisi de rester loin. J'ai regardé les deux, mon père et ma mère, deux personnes qui avaient créé tant de souffrances dans ma vie pour avoir été trop lâches, pour affronter les conséquences de leurs propres actes. Et j'ai payé le prix de votre lâcheté à vous deux, ai-je dit, ressentant une colère différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant. J'ai été battue pendant 15 ans parce que vous n'avez pas eu le courage d'assumer ce que vous avez fait. Ma fille. Sébastien a essayé de s'approcher. Non, ai-je crié en me levant de ma chaise. Ne m'appelez pas ma fille. Un enfant est quelqu'un qui est soigné, protégé, aimé. Je n'étais que la conséquence indésirable d'une irresponsabilité de vous deux. Edith a essayé d'intervenir. Colette, laissez-les expliquer. Expliquer quoi? Que pendant 62 ans, j'ai vécu un enfer parce que deux adultes ont été trop lâches pour assumer leurs propres choix. Je suis sortie de la pièce et je suis allée dans la cour, ayant besoin d'air. C'était trop d'informations, trop de douleurs accumulées, trop de vérité d'un seul coup. Je me suis assise sur le banc où ma grand-mère s'asseyait souvent et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis mon enfance. C'est alors que j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la cour. Une femme s'occupait des plantes, près de la petite maison du fond. Quand elle s'est retournée, je l'ai immédiatement reconnue. C'était Noémie, mon amie du cours de broderie. « Noémie, qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle s'est approchée avec un sourire gentil. « Je suis venue vous chercher, ma chère. Edith m'a appelée. Elle a dit que vous pourriez avoir besoin d'une amie. » J'ai serré Noémie dans mes bras comme si elle était une bouée de sauvetage. Avoir une amie là, quelqu'un qui me connaissait comme j'étais réellement, pas comme la fille rejetée ou la conséquence d'une erreur, m'a donné une force que je ne savais pas que j'avais encore. Noémie, je ne sais pas quoi faire. J'ai découvert que toute ma vie était basée sur un mensonge. Ma chère, on ne peut pas changer le passé, mais on peut décider ce que l'on va faire avec la vérité que l'on a découverte. J'ai regardé la maison où je pouvais voir à travers la fenêtre ma mère, mon père et Edith en train de discuter. 3 personnes qui portaient des décennies de culpabilité et de regrets, essayant de réparer en quelques mois ce qu'ils avaient détruit en une vie entière. Je crois que je sais ce que je dois faire, ai-je dit en essuyant mes larmes. Mais ce sera la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Qu'est-ce que c'est? Pardonner, pas pour eux, mais pour moi, pour enfin réussir à vivre en paix. À ce moment-là, avec le soleil se couchant sur Lyon et mon ami à mes côtés, j'ai compris que le pardon ne consistait pas à absoudre ceux qui m'avaient blessé. Il s'agissait de me libérer du poids que je portais depuis 62 ans. Il s'agissait de choisir d'être différente de tous ces gens. Mais il y avait encore une dernière vérité qui devait être révélée, et je savais qu'elle attendait, à l'intérieur de cette maison. Je suis retournée à l'intérieur de la maison avec Noémie à mes côtés, respirant profondément pour rassembler tout le courage dont j'avais besoin. Les 3 étaient là où je les avais laissés, mais maintenant, Edith tenait une dernière lettre dans ses mains, une lettre qui semblait différente des autres. « Colette, a-t-elle dit quand elle m'a vue, il y a encore une chose que vous devez savoir. Mais avant cela, je veux que vous compreniez que votre mère m'a demandé de garder ça jusqu'à ce qu'elle ait le courage de vous le dire personnellement. » Ma mère a levé les yeux vers moi, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une peur véritable dans ses yeux. Pas la peur d'être battue ou d'être abandonnée, la peur de me perdre pour toujours. Ma fille, ce que je vais te dire maintenant est peut-être pire que tout ce que tu as déjà entendu. Mais je jure sur l'âme de ta grand-mère Honorine que c'est le dernier mensonge que je vais défaire. Je me suis assise sur la chaise que Noémie m'a apportée, me préparant à une nouvelle révélation. Parlez, maman. Elle a regardé Sébastien, puis Edith, comme si elle demandait la permission. Gérard n'était pas seulement violent avec moi et avec toi, il avait d'autres problèmes. Quel genre de problème? Ma mère a respiré profondément, ses mains tremblant tellement qu'Edith a dû en tenir une. Il buvait trop. Et quand? Il buvait, il me forçait, même quand je ne voulais pas, même quand j'étais blessée à cause des fessées. J'ai senti mon estomac se retourner. Maman, 1 an après ta naissance, je suis tombée enceinte à nouveau, de Gérard cette fois-ci, mais sa voix s'est complètement brisée.
Edith a continué pour elle. Votre mère a perdu le bébé. Gérard l'a frappée alors qu'elle était enceinte. Pendant une dispute à propos d'argent, elle a failli mourir aussi. Mon Dieu, ai-je chuchoté, regardant ma mère avec de nouveaux yeux. Après ça, a continué ma mère, je n'ai plus jamais réussi à tomber enceinte. Et Gérard est devenu encore plus violent, disant que j'étais une femme défectueuse, que je n'étais même pas capable de lui donner un fils. Sylvie, a dit Sébastien doucement, vous auriez dû me chercher. J'aurais pu vous aider. Comment? A-t-elle explosé avec une force qu'elle n'avait pas montrée depuis des années. Vous qui n'avez même pas voulu savoir pour la fille? Que vous aviez? Vous auriez voulu savoir pour une ex-amante battue par son mari violent? Il a baissé la tête, sans réponse. Edith a pris la lettre qu'elle tenait et me l'a tendue. Ceci est la lettre que votre mère a écrite quand vous avez eu 18 ans. Elle ne l'a jamais envoyée, mais elle m'a demandé de vous la donner si un jour la vérité venait à éclater. J'ai ouvert la lettre, les mains tremblantes. Elle était plus longue que les autres, écrite avec soin, comme si chaque mot avait été pensé 1000 fois. Ma fille Colette, aujourd'hui tu as eu 18 ans, et j'ai enfin compris que j'ai perdu ma petite fille il y a longtemps. Pas pour Sébastien, qui t'a abandonné, pas pour Gérard, qui t'a battu. Je l'ai perdue à cause de ma propre lâcheté, à cause de ma propre douleur que j'ai laissé grandir plus que mon amour de mère. Aujourd'hui, je t'ai vu préparer tes affaires pour te marier avec Jean-Paul, et j'ai vu dans tes yeux la même tristesse que je vois dans le miroir tous les jours. Je te livre à un autre homme qui va peut-être mal te traiter, comme je l'ai fait moi-même quand j'ai épousé Gérard. Pardonne à cette mère lâche qui n'a jamais eu le courage d'être la femme forte que tu méritais. Si un jour tu as des enfants, sois tout ce que je n'ai pas réussi à être. Aime avec courage, protège avec force, et ne laisse jamais la douleur te transformer en une femme amère comme je suis devenue. Ta mère qui t'aime plus que sa propre vie, Sylvie. Quand j'ai fini de lire, je sanglotais. 62 ans de haine se dissolvant comme du sucre dans l'eau. J'ai regardé ma mère et j'ai vu non plus la femme cruelle qui riait de ma souffrance, mais une personne brisée qui n'a jamais su comment réparer sa propre vie. « Maman », ai-je dit en me levant de ma chaise, « puis-je vous faire une étreinte ?» Elle m'a regardée comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. « Tu me pardonnes ?» ?»« Je pardonne, pas parce que vous le méritez, mais parce que je mérite de vivre sans ce poids. » Nous nous sommes étreintes au milieu de la pièce, deux femmes qui avaient trop souffert, trouvant enfin un chemin vers la paix. Je l'ai sentie trembler dans mes bras, pleurant comme un enfant perdu. « Colette », a-t-elle chuchoté dans mon oreille, « je t'ai toujours aimée, même quand je ne savais pas comment le montrer. »« Je sais, maman. Maintenant, je sais. » Sébastien s'est approché, hésitant. « Ma fille, puis-je… » J'ai regardé ce homme qui était mon père, mais qui avait choisi de ne pas l'être pendant toute ma vie. « Papa, avez-vous besoin de mon pardon aussi ?»« J'en ai besoin, plus que tout au monde. »« Alors vous l'avez, mais je veux que vous compreniez. Une chose, pardonner ne signifie pas oublier, et cela ne signifie pas que nous allons avoir la relation père-fille que nous avons perdue. Cela signifie que je vais arrêter de porter la colère. » Il a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage vieilli. « C'est plus que ce que je mérite. »« Il ne s'agit pas de mériter, » ai-je répondu. « Il s'agit de choisir d'être différente. » Edith s'est approchée et m'a serrée dans ses bras aussi. « Nièce, vous êtes plus forte que nous tous réunis. »« Je ne suis pas forte, tante Edith. Je suis juste fatiguée de porter la douleur. » Noémie, qui avait regardé tout en silence, s'est approchée de moi. « Ma chère, qu'allez-vous faire maintenant ?» J'ai regardé autour de la pièce, vers cette maison où j'ai grandi en me faisant battre, vers les personnes qui avaient façonné ma vie avec leurs choix égoïstes, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. De la liberté. Je vais retourner à Paris avec mon père. Je vais prendre soin de lui tant que j'en ai encore le temps. Et après, je me suis arrêtée pour réfléchir. Après, je vais vivre ma propre vie. Peut-être que je vais voyager, peut-être que je vais ouvrir un atelier de broderie, peut-être que je vais faire toutes les choses que je n'ai jamais eu le courage de faire. « Et moi ?» a demandé ma mère, la voix petite. « Vous allez rester.
Ici avec tante Edith qui prendra soin de vous. Je viendrai vous rendre visite dès que je pourrai. Pas en tant que fille obéissante, mais en tant que femme qui a choisi de ne pas perpétuer le cycle d'abandon. Nous avons passé le reste de l'après-midi à organiser la situation. Edith allait rester vivre là pour prendre soin de ma mère. Robert et Sandrine s'étaient proposés pour aider aux dépenses. Noémie a promis de rester mon amie à Paris. Quand j'étais en train de charger ma valise dans la voiture, ma mère m'a appelée sur la véranda. « Colette, il y a une chose que je veux te donner. » Elle est revenue avec une petite boîte en bois, très ancienne. Elle appartenait à ta grand-mère Honorine. Elle m'a dit de te la donner quand tu deviendrais une vraie femme. Je crois que ce jour est arrivé. J'ai ouvert la petite boîte et j'ai trouvé une bague simple, en or, avec une petite pierre bleue. Mamie a dit que cette bague avait appartenu à son arrière-grand-mère et qu'elle devait passer de mère en fille, mais seulement pour les filles qui connaissaient la valeur du pardon. J'ai mis la bague au doigt. Elle allait parfaitement. Merci, maman. Merci à vous, ma fille, de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour essayer d'être une meilleure personne. Pendant le voyage de retour à Paris, Sébastien était plus silencieux qu'à l'aller. J'ai réalisé que l'effort émotionnel de la journée avait été lourd pour lui. « Papa, comment vous sentez-vous » ? « Soulagé, a-t-il répondu. Et terrifié. Terrifié pourquoi ? Parce que maintenant que tu m'as pardonné, j'ai peur de mourir et de gâcher ce temps que l'on a. Papa, nous n'allons pas gâcher. Nous allons vivre chaque jour comme si c'était un cadeau. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Pendant les mois suivants, nous avons créé une routine simple, mais pleine d'amour. Je prenais soin de lui, il me racontait des histoires de famille, j'ai mieux appris à connaître mes demi-frères et sœurs. Robert est devenu vraiment un frère. Sandrine a appris à me respecter. Noémie passait presque tous les jours pour discuter et broder. Sébastien est mort un dimanche matin, en dormant, sans douleur. Il avait ses mains entrelacées dans les miennes et ses derniers moments ont été de paix. Aux funérailles, j'ai découvert qu'il m'avait légué la maison, ainsi qu'une lettre qui disait « Pour ma fille Colette, qui m'a appris que le véritable amour ne concerne pas le temps perdu, mais le temps mis à profit. Aujourd'hui, à 63 ans, je vis dans la maison de mon père. J'ai un petit atelier de broderie où j'enseigne à d'autres femmes, je rends visite à ma mère tous les mois à Lyon et, pour la première fois de ma vie, je dors paisiblement. Toutes les nuits, ce n'est pas la vie dont je rêvais quand j'étais enfant, c'est mieux. C'est une vie que j'ai choisie, construite sur le pardon, l'amour de soi et le courage de briser des cycles qui semblaient éternels. Parfois, quand je brode sur la véranda et que le soleil se couche sur Paris, je sens ma grand-mère Honorine, assise à mes côtés, souriant fièrement à la femme que je suis devenue. Et je sais que j'ai enfin compris la leçon la plus importante de la vie. On ne peut pas contrôler ce que les autres nous font, mais on peut choisir ce que l'on fait de cette expérience. J'ai choisi de pardonner. J'ai choisi d'aimer. J'ai choisi d'être libre. Et j'ai découvert que 63 ans, ce n'est pas trop tard pour commencer à vivre vraiment.